Jacques Maignan, bonjour. On se trouve aujourd'hui dans les locaux de GEM Radio dans le cadre de la campagne municipale 2026. On est à quelques jours du premier tour et on rappelle que le premier tour est le 15 mars et le second tour est le 22 mars. Donc vous représentez la liste Faisons Plumeur ensemble, donc à Plumeur. Et dans un premier temps, je vais vous demander tout d'abord de vous présenter et de présenter votre liste et notamment de nous dire si vous avez des difficultés à la constituer ou pas. Merci Monsieur Cherfa de votre accueil, merci à GEM Radio, c'est toujours intéressant de pouvoir communiquer de manière plus forte avec les citoyens. Alors je vais commencer par la liste, parce que cette liste elle a une histoire, elle a été créée à partir d'un collectif qui lui-même regroupe beaucoup de personnes engagées dans la vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive, la vie éducative, et qui souhaitaient effectivement qu'il y ait des changements sur Plumeur. Donc ce n'est pas Jacques Maignan qui de manière verticale a choisi ses colistiers, c'est complètement l'inverse. Jacques Maignan n'était pas forcément candidat au départ, mais parce que nous avons travaillé ensemble, parce qu'il y a eu effectivement des ateliers nombreux, variés, plus de 7 ateliers, beaucoup de réunions. Nous avons élaboré un programme et nous avons aussi trouvé la liste avec des gens compétents qui, sur chacun des secteurs, ont apporté leur contribution. Donc voilà un petit peu comment elle s'est constituée. Et moi, j'ai été effectivement élu, désigné par mes colistiers lors d'une réunion d'assemblée générale, puisqu'on a fonctionné en collectif à une assemblée générale. On était plus de 120 dans notre collectif. Je pense qu'ils m'ont choisi parce que j'avais une certaine expérience de la gestion publique. J'ai été effectivement administrateur territorial, directeur général de service, aussi bien dans des départements, dans des villes comme Rennes ou Lorient, et aussi en région Pays de Loire et la région Normandie. Donc j'ai une expérience de la gestion locale qui, je pense, a rassuré aussi l'ensemble de l'équipe et qui peut rassurer les Plumeuroises et les Plumeurois. Dès le 23 mars, nous serons aux manettes et aucun problème pour faire fonctionner la machine mairie. Au-delà de cette expérience dans le monde administratif et politique, puisque j'étais à des niveaux de direction où je côtoyais quand même beaucoup les politiques, j'ai eu des engagements dans le monde sportif. J'ai été prof de gym au départ. Dans le monde de la jeunesse, j'ai été directeur de maison de jeunes et de la culture. Et dans le monde culturel, où, sur l'Orient par exemple, j'ai participé à la constitution d'une fondation pour aider les jeunes artistes. J'ai aussi travaillé à la mise en place d'assises de la culture au plan du Pays de l'Orient. Et je suis investi dans beaucoup d'associations nationales au niveau culturel. Je suis grand-père de 8 enfants et j'ai, avec ma seconde épouse, nous avons 5 enfants. J'habite à Kerlorette. Sans doute déjà par un certain atavisme familial. Mon père et mon grand-père mes deux grands-pères ont été adjoints dans des communes les uns et les autres pendant près de 40 ans. Mon frère a été maire. J'ai été élevé dans une famille où le bien public compte et est important, et je me suis engagé très très jeune dans des associations. Donc j'ai toujours vu ma mère, mes frères, mon père, toute la famille se préoccuper et être avec les autres. Donc c'est ce qui m'a guidé. Et peut-être qu'à mon âge, arrivé en retraite, cette expérience m'a semblé intéressante quand on me l'a proposée. Puisque effectivement, il y a eu plusieurs candidatures. Un certain nombre d'amis m'ont dit mais il faut que tu puisses montrer que tu peux agréger, rassembler, sans doute des qualités humaines aussi qui font que je peux travailler en équipe en écoutant les uns les autres, comme demain j'écouterai les Plumeurois, les Plumeuroises. Merci beaucoup pour cette présentation. Comme je le disais, vous représentez la liste Faisons Plumeur ensemble et vous avez constitué un programme assez dense, j'ai envie de dire.
pour lequel je vais vous poser 5 questions. Votre programme dénonce la bétonisation tout en rappelant que Plomeur ne dispose que de 13% de logements sociaux sur les 20% requis, entraînant donc une amende de 175 000 € en 2026. Comment comptez-vous construire les centaines de logements manquants pour atteindre les objectifs légaux tout en respectant votre promesse de reconstruire la ville sur la ville sans densifier davantage le centre-bourg? Alors c'est un défi qui se pose à toutes les communes aujourd'hui en France, particulièrement pour nous qui sommes une commune littorale sur lesquelles on doit aussi anticiper les questions du réchauffement climatique, des règlements climatiques, qui sont des questions transversales et qu'on veut aborder de front, ce qui n'a pas été le cas dans la mandature précédente. C'est vrai que aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus, et les jeunes couples, et les jeunes actifs, et les étudiants ne peuvent plus habiter Plomeur. Le prix de l'immobilier est trop cher. Le choix qui a été fait de ne travailler et de donner les clés de la ville aux promoteurs immobiliers et uniquement à un certain type de promoteurs, ceux qui font effectivement de la résidence un petit peu de luxe, est un mauvais choix. Il y a des bailleurs sociaux qui existent dans le Morbihan et ailleurs, avec qui on peut travailler. Et c'est à la ville de faire, d'anticiper en ayant des réserves foncières. Aujourd'hui, le maire a bradé ses réserves foncières. On peut tout à fait construire sans bétonner. On n'est pas obligé tout de suite de faire des immeubles de 5 étages, 6 étages, et qui, sur le papier, il y a du logement social, mais on s'aperçoit qu'il y a une entrée pour ceux qui sont propriétaires, une entrée pour ceux qui sont locataires. C'est l'expérience qui existe avec les immeubles qui sont face à Océanis. Nous, on pense que quelquefois, effectivement, une maison, 2 maisons peuvent permettre d'avoir un petit collectif sur 2, 3 étages, tout à fait habitable, tout à fait humain, avec de la mixité sociale et générationnelle. Parce que le logement social, ce n'est pas que pour les jeunes, c'est aussi pour les personnes âgées qui vivent à Plomeur aujourd'hui, sont quelquefois dans des maisons trop grandes et aimeraient bien être sécurisés en étant dans des maisons avec d'autres personnes. On souhaite aussi développer la cohabitation, un toit de génération Intergénérationnel. avec d'autres structures. Travailler aussi avec le Crous pour amener du logement étudiant sur la ville. Donc ce qui est anormal, c'est qu'on est une des rares villes à payer cette taxe. Je rappelle, 175 000 € inscrits au budget 2026, parce que nous ne respectons pas la loi. La loi impose 20% de logement social. Nous sommes à 13%, malgré tout ce qui a été construit ces derniers mois, ces dernières années. Sur la régie de l'eau et le bras de fer communautaire, vous prenez une gestion unifiée de l'eau en régie intercommunale avec les premiers mètres cubes gratuits. C'est une compétence qui se décide à l'échelle des 25 communes de Lorient Agglomération. Si la majorité de l'agglo reste favorable à une délégation au privé ou à un système payant dès le premier litre, quelle est votre stratégie? Est-ce que ça serait le blocage institutionnel au risque d'isoler les Plomeuroises et Plomeurois, ou le compromis au risque de renoncer à cette promesse phare? Alors, d'abord, l'eau, c'est fondamental, c'est un bien commun. Il faut déjà la protéger. C'est pour ça que nous aurons un programme environnemental très marqué, puisque Plomeur, c'est un peu le château d'eau du Pays de Lorient. La réserve de Carmadois, qui est une des plus grosses réserves, doit être protégée. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a des fermes en agriculture biologique qui sont dessus. La ferme du Resto, par exemple, est sur cette zone. Alors cette ferme du Resto, c'est une ferme qui a été sauvée par un collectif. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Quelques mots. C'est une ferme qui historiquement était en bio depuis les années 70, où 2 frères cultivaient en bio. Ils sont arrivés en retraite, il a fallu vendre l'exploitation, et cette exploitation qui faisait 70 hectares et a été évidemment un petit peu préemptée, visée par d'autres agriculteurs qui sont prisonniers d'un certain mode d'agriculture. Il intensive. Faut toujours plus pour quelquefois un revenu qui est toujours moins. Bon, et les syndicats agricoles, en lien avec la Chambre d'agriculture, en lien avec la SAFER, avaient prévu évidemment de la démanteler puis de l'offrir aux plus offrants, ce qu'on appelle le marché. Sauf que,
à notre sens, lorsqu'il s'agit de produire de l'alimentation de qualité, il faut s'extraire des lois du marché. Et c'est pour ça qu'avec une association, Terre de Liens, avec Courte Échelle, avec d'autres, nous avons créé une SCI où plus de 300 personnes ont cotisé, ce qui a permis de racheter ces terres, pas toutes ces terres, 17 hectares je crois, ou 20 hectares sur les 60. Et ça a permis d'installer en 5 ans 5 agriculteurs où se produisent aujourd'hui du blé qui permet aussi d'installer 2 paysans boulangers, des agriculteurs et une personne qui fait du miel. Dans ce collectif, nous retrouvons effectivement beaucoup de personnes dont il faut le signaler puisqu'il a eu une grande modestie, mais le principal contributeur a été Christian Courcuf, l'ancien entraîneur du FCL, qui est très attentif à cette question effectivement du développement durable et de la bonne agriculture. Alors, on ferme cette parenthèse de cette ferme. Et donc, je vous laisse continuer votre propos. L'ADN de notre liste, c'est la démocratie. L'ADN, c'est le dialogue, c'est le respect, c'est le partage. On veut le faire avec les Plomerois, mais on le fera aussi à l'agglomération. On a des convictions, on pense qu'effectivement, sur l'eau, c'est un bien commun qu'il faut protéger et qu'aujourd'hui, un certain nombre d'exploitants privés font en sorte de capter pour eux les bénéfices. C'est même terrible, ce sont les mêmes entreprises qui fournissent les phosphates, les azotes et les polluants et qui demain proposent aussi de trouver des solutions. Donc on pollue d'un côté et on paye pour dépolluer. Et tout ça, c'est le citoyen qui le fait. Donc on pense que là aussi, le bon sens doit l'emporter et on trouvera des compromis, on trouvera des consensus. Moi, j'en suis certain. Ce sont des politiques où on ne passe pas en force. C'est la conviction, c'est l'explication. Et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à trouver effectivement des solutions au niveau de l'agglomération. C'est vrai que beaucoup des grandes politiques publiques, c'est vrai pour le transport. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vous la pose. N'hésitez pas à aborder certaines thématiques. Le transport, c'est un peu la même chose. C'est quelque chose d'essentiel pour la mobilité, surtout si on veut amener des services aux gens et protéger la planète. Mais c'est une compétence de l'agglomération. Et donc là aussi, il faudra trouver des compromis pour aller sur ce que l'on souhaite, nous. C'est le transport, la gratuité des transports, avec une expérimentation, dans un premier temps, des jeunes et des personnes âgées. Votre programme aussi aborde la démocratie et notamment la démocratie par un tirage au sort. Alors, il y a peut-être un paradoxe parce que vous proposez d'expérimenter le tirage au sort pour les futurs conseils de quartier dans une ville où vous dénoncez une espèce de lassitude démocratique. Ne craignez-vous pas que confier des responsabilités à des citoyennes et citoyens tirés au sort, qui n'ont peut-être ni l'envie, ni l'expertise, ni le temps, n'aboutissent paradoxalement donc à renforcer le pouvoir des services techniques de la mairie, à l'inverse de votre objectif de proximité? D'abord, sur le mot lassitude démocratique, je pense qu'il est réel à Plumeur. Parce qu'il n'y a aucune écoute. Tout est vertical. Moi, maire, je sais. Je dis, je fais. Et c'est très descendant. Et c'est pas comme ça qu'on associe les citoyens. Si nous, on propose dans notre programme beaucoup de choses pour renouveler la démocratie, c'est qu'on pense que chaque citoyen, chaque voix, elle est importante. Et pas uniquement une fois tous les 6 ans, mais au quotidien. Parce que c'est les gens qui vivent le quotidien qui sont en capacité, effectivement, d'apporter des solutions dans une réflexion collective. C'est pour ça que nous allons mettre en place des conseils de quartier, un élu de quartier, des budgets de quartier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus des budgets globaux au niveau de la ville. Ça veut dire que pour des aménagements de proximité, les gens du quartier pourront donner leur avis et pourront effectivement faire avancer les choses dans leur environnement proche. C'est pas utopique, c'est des choses qui existent. Moi, je l'ai vécu quand je travaillais à Rennes il y a 30 ans. On a mis en place ces choses-là et ça continue à fonctionner. Et ça fonctionne bien. Donc, ça peut très bien fonctionner sur Plumeur. Le tirage au sort, c'est un petit plus. Parce que quelques constats on fait, c'est que quand on concerte, on a le risque souvent de retrouver toujours les mêmes. Les gens qui savent parler, les gens qui ont un certain statut social, qui ont l'habitude de la vie associative.
Si on veut aller plus loin dans la démocratie, si on veut que chaque citoyen soit effectivement acteur du changement et de la vie municipale, le tirage au sort peut être une solution. C'est sur la base du volontariat. Les gens acceptent ou n'acceptent pas. Mais c'est quand même paradoxal de voir qu'on peut être tiré au sort pour condamner à 30 ans de prison quand on est désigné pour siéger aux assises et qu'on ne pourrait pas le faire pour ce qui est de la proximité et du bien vivre ensemble. Donc je pense que c'est une expérimentation qu'on tentera pour essayer d'amener de nouvelles personnes à s'occuper de la vie publique. En termes de démocratie aussi et de transparence, est-il possible de regarder oui, à Lorient, on peut le regarder. Oui, à Lorient, parce qu'on peut le faire et dans d'autres villes aussi. À la Nester aussi, pratiquement dans toutes les communes, les conseils municipaux sont en direct. Et à Plomeur, est-ce que c'est possible ? À Plomeur, non. À Plomeur, d'abord, les conseils municipaux, il n'y en a que 4 par an. Les 4 qui sont obligatoires. Habituellement, une commune, c'est 8 à 10 conseils municipaux. Deuxièmement, le maire a refusé obstinément depuis 8 ans de tenir ses conseils en direct. Alors que c'est l'occasion, là aussi, de permettre aux habitants de regarder tranquillement sur leur ordinateur ce qui se passe. Non, le maire préfère ce qu'il dit, lui, un rapport direct. Il fait un Facebook Live le lendemain et il donne son interprétation, mais sans les débats, sans les interventions de ses opposants. Je pense que c'est un maire qui n'aime pas l'opposition et qui n'aime pas le dialogue, complètement à l'inverse de ce qu'on est, de ce que je suis et de ce qu'est l'ensemble de ma liste. Alors sur les questions d'agriculture, d'alimentation et de santé, qui est un thème très transversal, la ferme du resto, dont on parlait tout à l'heure, a pris l'initiative d'inviter les 3 listes pour pouvoir effectivement débattre. Donc les 3 listes, il y a Faisons Plomeur ensemble. La liste de Mme Métayer, de M. Loas, et puis et celle de M. Maignan, quoi. Voilà, ce qui est très bien pour la démocratie, avoir des lieux de partage, des moments où on peut réfléchir ensemble, même en campagne électorale, moi je trouve ça positif. Il ne faut pas avoir peur du débat. Au contraire, dans un débat, il ressort toujours quelque chose si on a du respect et de l'écoute. Si on pense que l'autre qui est en face n'est pas un imbécile et qu'il n'a rien compris, n'est pas sectaire et qui ne renvoie pas à des images toutes faites de la politique. Alors, c'est cette politique-là que les gens ne veulent plus voir aujourd'hui. Bon, on est au quotidien sur Plomeur, on est capable, je pense, d'avoir une intelligence collective pour faire avancer les choses. Vous pensez qu'il y a une espèce d'usure du pouvoir au niveau de Plomeur et qu'il est peut-être temps de changer ? Nous on dit 12 ans ça suffit, d'autres à d'autres périodes ont eu d'autres slogans. C'est compliqué pour le pouvoir, parce qu'à la fois pour les citoyens, il peut y avoir une lassitude, et puis il y a une sorte d'étourdissement pour ceux qui ont le pouvoir et qui le captent. C'est pas uniquement le fait d'avoir déjà 2 mandats, mais c'est le fait aussi de cumuler. Aujourd'hui, le maire de Plomeur est premier vice-président de l'agglomération. Il est aussi vice-président du département. Il est aussi président d'un certain nombre de structures, des SEM, des SPL, d'associations diverses et variées. On a compté, c'est plus d'une 30aine de responsabilités qu'il a. Je ne dis pas qu'elles sont toutes rétribuées, mais il faut du temps. Si on veut bien travailler pour la commune, au-delà de serrer les mains à tout va, il faut travailler les dossiers. Je ne suis pas sûr que les dossiers sont travaillés. En tout cas, j'en vois pas les retombées sur Plomeur. Aujourd'hui, par exemple, pour moi qui suis très intéressé par la culture bretonne, je ne comprends pas que le maire de Plomeur, le premier vice-président de l'agglo chargé de la culture et du département à la culture, n'ait pas levé le petit doigt pour éviter la mort d'Amzer-Névé. C'est quand même pas, pour moi, normal. Vous pouvez rappeler en quelques mots ce qui est... Amzer-Névé, c'est le premier bâtiment qui a été construit par l'État en Bretagne, par M. Giscard d'Estaing, en 1979, pour permettre la reconnaissance de la culture bretonne. C'était un lieu de formation, un lieu d'acquisition de connaissances et de pratique de la langue, géré avec des associations régionales bretonnes. C'était le seul, en 1980. Il a été resté dans son jus, sans intervention de la ville de Lorient et de la ville de Plomeur. Et quand on a su, et nous, les citoyens qui étaient mobilisés sur la culture bretonne, savaient qu'il y avait des difficultés, aucun élu n'a bougé.
Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le personnel a été licencié, tout le matériel a été vendu, et aujourd'hui, le centre est fermé depuis 1 an. Et donc, il n'y a plus ce lieu qu'on souhaite, un lieu de création, un lieu de résidence artistique, un lieu de diffusion de la culture bretonne. C'est vraiment un vrai gâchis. Et quand un maire est en même temps aux affaires de l'agglo, il se devait d'anticiper. Un maire, c'est pas uniquement quelqu'un qui inaugure et qui serre les mains, c'est quelqu'un qui a une vision pour sa commune et qui anticipe les choses. Là, sur le cas précis d'Amzer-Névé, il n'y a rien eu de fait. On a laissé faire, encore une fois, et le centre, on l'a laissé mourir. Alors, si jamais vous arrivez justement au sein de l'exécutif, aux manettes de ce pouvoir politique, administratif et financier, par rapport à cet établissement, vous avez des projets ? Je pense d'abord qu'il faut s'appuyer sur l'association STER qui a été créée par les artistes, par le monde culturel, pour qu'il y ait un projet culturel fort dans l'institution. Il faut qu'on ait un tour de table avec les deux financeurs historiques de ce centre, qui étaient l'État, la DRAC et la région Bretagne, et qu'au sein peut-être d'un EPCC, enfin, d'un établissement public qui coordonne un petit peu l'activité, on puisse y associer l'ensemble des acteurs locaux. Il peut y avoir, pour moi, au-delà de la partie résidence, la partie projet artistique et développement, d'autres idées qui peuvent venir. Évidemment, on peut penser à une Tiarvro, une maison qui n'existe pas aujourd'hui. On peut penser aussi, peut-être en lien avec le Crous et l'université, à accueillir des étudiants qui viennent des pays celtes pour en faire une maison aussi de la Bretagne et des pays celtes. Et que le festival interceltique, qui n'intervient plus, puisque le maire ne l'a pas reconduit la convention sur Plumeur, que le festival interceltique trouve aussi sa place dans ce dispositif. Ce n'est pas les idées qui manquent, c'est souvent la volonté politique. Ce n'est même pas les moyens financiers dans le cas présent, c'est la volonté politique de faire. Donc, en termes de démocratie et de lassitude, il est temps, selon vous, de tourner cette page. Allons aborder maintenant le financement au quotidien et les emprunts. Vous annoncez dans votre programme vouloir stopper les dépenses inutiles, donc les cabinets d'études, labels, pour privilégier plutôt le fonctionnement des services publics tels que repas à domicile, crèches. Or, ces économies sont souvent marginales face au coût de masse salariale. Est-ce que, en quelque sorte, si on devait être dans les promesses, vous pouvez garantir aux Plumeroises et Plumerois que ce changement de cap ne se traduira pas par une hausse de la fiscalité locale ou un recours massif à l'emprunt pour financer vos nouveaux dispositifs sociaux? D'abord un constat. Plumeur, comme toutes les collectivités locales en France, est étranglé par l'État. Depuis 10 ans, il y a une volonté politique forte, marquée, de mettre au pas les collectivités, et l'État a complètement changé son fusil d'épaule et aujourd'hui demande aux collectivités et aux communes de payer pour son incurie. Quand je dis l'État, je parle évidemment du gouvernement qui est soutenu quand même par M. Loas et par Mme Métayer, par mes deux concurrents, qui sont quand même des listes aujourd'hui appuyées sur ce type de conviction. Une fois dit cela, il faut faire avec nos moyens. Des moyens, il y en existe au niveau de la commune. La commune a quand même... c'est pas une commune des plus pauvres, hein, puisque effectivement déjà quand on voit le prix de l'immobilier, quand on voit effectivement que une partie des recettes vient des transactions immobilières, elles ont été nombreuses et le prix du terrain, le prix des logements ont beaucoup augmenté ces derniers temps. C'est pas pour ça qu'il faut gaspiller l'argent, c'est pas pour ça qu'il faut faire n'importe quoi avec. Donc nous arrêterons effectivement un certain nombre de projets un peu quelquefois pharaoniques. Je prendrai un exemple. Le projet du Fort Bloquet, qui a été fait sans concertation. Hein, il y a eu une réunion de présentation, un discours, et puis on dit qu'on va se revoir, mais personne n'a revu. 4 millions d'euros qui ont été dépensés. Pour faire quoi ? Pour aménager le front de mer, un front de mer qui mérite d'être protégé. Hein, je ne suis pas du tout certain
qu'à une tempête qui risque d'arriver dans les 20 ou 30 ans, les choses pourront résister. Mais surtout, il n'est même pas abouti parce comme il n'y a pas eu de démocratie, il y a eu des contestations qui entraînent évidemment des frais d'avocat, des frais de justice, et c'est le cas sur beaucoup de dossiers. Donc tout ça, ce sont effectivement des économies qu'on peut faire si on concerte. On n'a pas à payer les frais de justice et surtout, on fait des projets qui sont reconnus par les habitants eux-mêmes parce qu'ils sont en proximité. Mais ceci étant, les aménagements sont nécessaires. Il faut faire vivre une ville, la faire évoluer. Bon, donc je pense qu'il y a beaucoup d'investissements du quotidien qui n'ont pas été réalisés. Voilà, comme les exutoires d'eau, comme les réseaux d'eau. Ce n'est pas des choses qui se voient, mais c'est des choses qui sont importantes pour le quotidien des gens qu'on reprendra. Nous, on veut défendre aussi les services publics, donc on maintiendra effectivement les budgets. Il n'y aura pas d'augmentation des impôts, même s'il y a toujours une augmentation naturelle, parce que la base des taux est décidée par l'État et elle suit en général l'inflation. Bon. Mais on essaiera aussi d'optimiser l'existant. On a des agents communaux qui sont motivés, qui connaissent leur travail. Bon, à nous d'avoir un climat social et d'avoir confiance dans leur travail pour qu'effectivement le service public soit bien rendu. Ça ne veut pas dire forcément monter avec des effectifs plus conséquents, mais faire confiance aux équipes pour bien travailler et répondre aux besoins des habitants. Donc oui, nous nous engageons à maintenir effectivement les impôts au niveau où ils sont aujourd'hui en développant de nouveaux services. On va bientôt arriver au terme de cet échange. Il me reste 3 questions à vous poser. Tout d'abord, sur l'équilibre ville apaisée et dynamisme économique, vous proposez de piétoniser le haut de la rue Saint-Bleuzy et de supprimer les places de stationnement au profit de stationnement en épi autour de l'église. À l'heure où le commerce de centre-ville est déjà très fragile, comment rassurerez-vous les commerçants qui craignent que la réduction de l'accessibilité automobile ne fasse de Pleumeur une ville musée au profit des zones commerciales périphériques que vous souhaitez justement limiter? Alors d'abord, on a la chance d'avoir effectivement, grâce à l'ancienne municipalité de M. Lemeur, évité d'avoir des hypermarchés sur la ville. Il y a des commerces, des petites surfaces, et il y a beaucoup de commerces de proximité. On veut les sauvegarder au centre de Pleumeur et dans les villages. Ce qu'on appelle les villages, c'est Fort-Bloquet, c'est Lauvenaire, voilà, où les gens peuvent trouver des pharmacies, peuvent trouver un certain nombre de services au plan local. Nous, effectivement, notre souhait, c'est d'avoir une ville apaisée à tous les niveaux, niveau sécurité, sécurité des piétons, sécurité des personnes, et puis où il est agréable de s'y promener. Nous allons rencontrer les commerçants prochainement et discuter avec eux. Aussi, toujours dans le cadre justement de cette concertation. De la concertation. J'attends le rendez-vous pour ce faire, mais on sait que des choses marchent ici et ailleurs. La petite rue Sainte-Bieusie, c'est pas la peine que les camions, les voitures passent dedans. C'est une rue qui est agréable, il y a plein de commerces autour, devant. Bon, il peut y avoir des liaisons piétonnes. Bon, mais on va en discuter aussi avec eux. Je pense que c'est pas une proposition qui est complètement incongrue, puisqu'elle fonctionne pendant l'été, puisqu'elle fonctionne aussi pour le marché. Bon, et on s'aperçoit que le marché de Pleumeur est attractif. Il y a beaucoup, on le voit avec la campagne électorale, quand on distribue les tracts, beaucoup de gens disent « Ah ben non, je suis de Guidel, je suis de Lanester, je suis de Lorient, ou je suis en vacances. » C'est normal, parce que c'est une ville touristique. Donc, on croit beaucoup à l'artisanat. On a des artisans des commerçants sur notre liste. On pense qu'il faut permettre aussi l'installation de jeunes, d'avoir de la transmission de savoir-faire. Il y a des savoir-faire qui peuvent disparaître. C'est le cas de notre collègue qui est sur notre liste, Pierre Avril, qui avait inventé, qui est agriculteur, mais qui est aussi un inventeur, qui avait inventé des outils pour éviter le désherbage chimique, des outils mécaniques. Bon, il a un rayonnement national et international, mais bon, il a 68 ans, il arrête et personne pour reprendre. Donc là, cette transmission de savoir-faire, mais c'est pour Pleumeur comme pour toute la France, c'est quelque chose d'important. Bon, donc nous, on est pour effectivement complètement apaiser notre ville et trouver des solutions. Dans la concertation. Dans la concertation, en évitant le transit qui passe à l'intérieur. On a la chance d'avoir un réseau
de voirie qui permet d'empêcher le centre-ville. Bon, voilà, les voitures peuvent tout à fait y aller de manière apaisée, se garer. C'est ce qu'on propose avec les garages en épi pour gagner un petit peu de place et que ce soit plus sécurisé pour les piétons, pour les familles, pour les poussettes, pour les handicapés, qui sont aussi des Plemerois qui ont le droit de vivre la ville. Avant-dernière question sur la sécurité. Il existe une police municipale à Pleumeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots justement sur peut-être l'état d'esprit sécuritaire au sein de Pleumeur et votre programme lié à cette insécurité pour certains et sécurisation pour d'autres? Alors, l'état d'esprit, il n'est pas sécuritaire chez nous. C'est un état d'esprit sur la tranquillité publique. C'est un état d'esprit, effectivement, sur le vivre ensemble. Bon, c'est tout ça qui amène, qui fait baisser le sentiment d'insécurité. On a regardé les statistiques du ministère de l'Intérieur. Évidemment, Pleumeur n'est pas du tout en zone rouge. Il faut arrêter de crier au loup. Il y a quelquefois des incivilités, il y a eu des cambriolages, mais les taux sont vraiment très très faibles. Par contre, il nous semble que ce serait bien que l'État joue son rôle. Puisque quand on parle de sécurité, qu'on parle de sûreté, il y a ce que peuvent faire les communes et ce que doit faire l'État. On est dans des compétences régaliennes. Et nous sommes pour qu'il y ait la réinstallation, puisqu'il y en a eu un, d'un commissariat, d'une annexe du commissariat sur Pleumeur. On est quand même la 5e ville du département, on a 20 000 habitants, ça mérite un commissariat. Les petites communes rurales, souvent, 1000, 2000 habitants, ont une gendarmerie de proximité. Nous, non. Ce n'est pas la police municipale qui peut remplacer la police d'État. On veut faire de la police municipale une police de proximité, en lien avec les habitants, qui assure aussi la sécurité des enfants au sortir d'école, la sécurité, la présence sur les plages, par exemple, l'été au Perello, il y a plusieurs cohabitations de populations. Et la sécurité, c'est aussi un beau mot, la sécurité. C'est la sécurité sociale, c'est la sécurité du travail, c'est la sécurité de l'emploi, la sécurité de l'eau, c'est la sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, des mouvements ont capté ce mot pour faire peur aux gens, alors que vous disiez tout à l'heure que c'est bizarre qu'une liste de gauche. Non, une liste effectivement qui a des valeurs n'a pas peur d'aborder cette question de sécurité, mais avec un grand S et toutes les sécurités. On arrive au terme de cet échange. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter pour conclure donc cet entretien ? Ajouter que notre liste, elle est faite de citoyens engagés, qui ont des convictions, qui ont des valeurs sociales, des valeurs écologiques, des valeurs de partage, des valeurs de dialogue, et que déjà entre nous, on les a mis en œuvre. On a fait en sorte de trouver l'unité, puisqu'on est aussi une liste unie. La dernière fois, il y avait 2 listes qui représentaient cette tendance, qui se sont regroupées, qui sont avec nous aujourd'hui. Donc on est une liste de rassemblement pour changer un système qui est arrivé, qui est un peu essoufflé, avec un personnage qui joue un rôle, mais le costume est peut-être un peu grand. Donc il faut sans doute aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait des gens nouveaux qui arrivent aux manettes de la ville pour changer cette ville qui le mérite bien. Donc Jacques Maignan, merci beaucoup pour J'aime Radio et rappelons donc que vous êtes tête de liste à Pleumeur. Faisons Pleumeur ensemble. Rendez-vous donc le 15 mars pour le premier tour et le 22 mars pour le second. Merci à vous. J'aime